Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va continuer donc ces présentations. Et donc on va parler, donc, on m'a demandé de parler donc faire un peu le point sur les traitements actuels, les traitements qui sont presque disponibles, les traitements qui seront peut-être un jour disponibles, et comment tout ça, ça se met en musique dans les essais cliniques. C'est bien ça, si j'ai bien compris la question. Donc on va essayer de discuter un petit peu de ça. Donc moi aussi, comme vous a montré Athénaïs, moi aussi j'ai des liens d'intérêt avec en gros toutes les firmes qui font les médicaments de l'HTAP, parce que forcément, on collabore, et pour pouvoir développer tous ces médicaments-là, il y a besoin de collaboration. Parce que si les firmes développaient les médicaments sans parler avec les médecins, ça serait compliqué, et inversement, si nous on ne pourrait pas développer des médicaments si on n'avait pas les firmes pharmaceutiques. Donc c'est pour ça qu'on a ces liens d'intérêt. Alors, l'hypertension, juste un petit rappel, bref. Ça c'est une très jolie diapositive que m'a donné Athénaïs. Pour les diapos, elle est très très forte. Pas que, mais sur c'est des super diapos. Donc, tu vois, j'ai pas remercié là, je te remercie directement. Donc, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est quoi déjà? De quoi on parle? Parce que beaucoup de gens ils se mélangent un peu les pinceaux entre HTAP et HTP. Et d'ailleurs, il ne faut pas imaginer le nombre de docteurs qui disent HTAP post-embolique, HTAP des maladies cardiaques gauches, HTAP des maladies respiratoires. Ça n'existe pas. Donc on parle hypertension pulmonaire. Le terme générique, il n'y a pas le artériel. C'est hypertension pulmonaire. Donc l'hypertension pulmonaire, c'est tout ça. C'est l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP, mais ça, c'est un tout petit groupe de maladies. C'est une maladie très rare, ça. Très, 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 très rare. Le reste, ça, c'est très, 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 très fréquent. Ça, c'est entre les deux, on va dire. Et l'hypertension thrombolique chronique, c'est aussi très rare. Et les derniers, c'est encore plus rare. Donc, l'hypertension pulmonaire, c'est quoi? C'est l'élévation de la pression pulmonaire dans l'artère pulmonaire qui conduit à l'insuffisance cardiaque droite, gauche. Nous, les docteurs, on dit souvent le cœur droit, le cœur gauche. Excusez-moi, ces docteurs, on n'a pas deux cœurs, on n'a qu'un cœur. En fait, non, il y a deux parties dans le cœur. Une partie gauche et une partie droite. D'accord? Nous, par facilité de langage, on dit parfois cœur droit, cœur gauche. C'est pas très bon terme. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi on parle d'hypertension artérielle et pulmonaire, parce que c'est ces maladies rares qui vont se traiter avec les médicaments dont on va parler. Pourquoi? Parce que dans les hypertensions pulmonaires des maladies cardiaques gauches, qui sont très fréquentes, là, il n'y a pas de traitement spécifique. C'est le traitement de la cause. C'est le traitement de l'insuffisance cardiaque. Quelqu'un qui a fait un infarctus du myocarde, quelqu'un qui est hypertendu de très longue date, quelqu'un qui a du diabète, il peut faire ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque gauche, avec pour conséquence une insuffisance cardiaque droite. Et entre la gauche et la droite, il y a le centre. Et le centre, c'est les poumons, et en particulier les vaisseaux pulmonaires. Et donc, les malades qui ont une insuffisance cardiaque gauche, parfois ils peuvent faire une insuffisance cardiaque droite. Ces malades-là, le traitement, c'est le traitement d'insuffisance cardiaque gauche. Il n'y a pas de traitement pour traiter l'hypertension pulmonaire. Et de traiter l'hypertension pulmonaire chez ces malades-là, souvent on les aggrave. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. L'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires, je ne vais pas vous... Ségolène vous en parlera, donc je ne vais pas en dire plus longtemps. L'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, là c'est des caillots qui obstruent les vaisseaux, et des caillots qui s'organisent un peu en espèce de matériel un peu fibreux. Et donc là, le traitement, c'est qu'il faut désobstruer. Et pour désobstruer, c'est la chirurgie quand c'est possible, donc l'endartérectomie, donc c'est un petit chirurgien là. C'est parfois l'angioplastie, c'est-à-dire qu'on va aller ouvrir les vaisseaux avec des petites sondes, avec des ballonnets qui vont écarter le matériel vers la paroi et donc laisser le sang passer dans le vaisseau, et donc ça va diminuer la pression. Et puis parfois il y a des médicaments aussi. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul qui est recommandé. Et puis pour le groupe 5, c'est un groupe compliqué, donc on ne va pas en parler. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. L'hypertension artérielle pulmonaire, maladie rare. Maladie très rare. Alors, après, la suivante, elle est un peu compliquée, mais je vais vous expliquer. Mais non, vous avez compris. Ça, c'est les cibles des traitements actuels de l'hypertension pulmonaire. Après, on verra les traitements futurs. Les traitements actuels, c'est quoi? Vous savez que donc vous le savez ou vous ne le savez pas, dans l'hypertension pulmonaire, le problème, il est là. Là, vous avez une coupe d'un vaisseau. Un vaisseau, c'est comme un petit tuyau, comme ça. Et puis, là, vous avez la paroi
qui normalement est extrêmement fine. Normalement, la paroi, c'est large comme ça à peu près, hein, comme on le voit là. Et ben là, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, elle va s'épaissir. Elle va s'épaissir vers l'extérieur et vers l'intérieur, et ça va réduire la place où le sang peut passer. Et donc ça va réduire ce qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire qui laisse passer le sang au milieu du vaisseau. Donc ça, c'est des tout petits vaisseaux. Ça, il faut imaginer, c'est moins de 1 demi-millimètre de diamètre. C'est tout petit vaisseau, c'est comme les cheveux, hein. C'est tout petit vaisseau. Et donc ces petits vaisseaux, ils s'épaississent, et en la paroi en s'épaississant, la lumière, ça qui laisse passer le sang, diminue. À l'origine de ça, ce que l'on connaît depuis maintenant très longtemps, hein, depuis ça plusieurs dizaines d'années, c'est que le problème principal, c'est ce qu'on appelle la dysfonction endothéliale. La dysfonction endothéliale, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre qui se crée dans l'organisme entre des substances qui sont normalement sécrétées par nous-mêmes, hein, qui vont faire dilater les vaisseaux, et d'autres qui vont les faire se contracter. Et il y a cet équilibre qui se fait de façon naturelle. Et bien dans l'HTAP, pour des raisons compliquées, ce déséquilibre, il est rompu. Et il est rompu en faveur de plus de contraction des vaisseaux et moins de dilatation des vaisseaux. Et qui dit contraction dit aussi favoriser la prolifération. Qui dit dilatation dit empêcher la prolifération. Et donc il y a ce déséquilibre qui se fait et c'est comme ça, c'est ça qui va aboutir finalement aux lésions que l'on a dans l'hypertension artérielle. Et donc on a 3 voies qui sont dysfonctionnelles, et c'est ces 3 voies métaboliques, c'est ces 3 voies-là qui vont être la cible des traitements actuels. Donc on va essayer de rétablir la balance. D'accord ? Et on reparlera de balance après, donc j'en parle tout de suite, mais vous allez voir qu'on va en reparler après pour d'autres mécanismes. Donc il y a la voie de l'endothéline. Donc la voie de l'endothéline, c'est une substance qui fait contracter les vaisseaux et qui les fait proliférer. Donc c'est pas bon. Donc on peut essayer de bloquer l'endothéline. Donc on va bloquer les récepteurs de l'endothéline pour empêcher cette substance naturelle d'agir. Donc ça, c'est les médicaments que vous connaissez, les antagonistes de récepteurs d'endothéline, le bosentan, Tracleer, les génériques maintenant, et l'embrisentan, le Volibris, les génériques. Il y en a un troisième, le macitentan, qu'on n'a pas en France. À côté de ça, vous avez les 2 autres voies qui, elles, s'expriment mal, en fait, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, puisque normalement, elles dilatent les vaisseaux. C'est la voie de la prostacycline et la voie du NO. Ben, ces 2 autres voies-là, on peut essayer de les manipuler, soit en donnant de la prostacycline, dont on a parlé là précédemment, sur la pompe, l'hypoprosténol, donc la prostacycline, ou bien par voie sous-cutanée, ou bien par voie orale, mais ça marche un peu moins bien, ou bien on va manipuler la voie du NO de manière à la renforcer, si on veut, d'entraîner de la vasodilatation avec des mécanismes qui sont un peu plus compliqués et en tout cas indirects. Donc ça, c'est les traitements qu'on a actuellement. Donc là, vous avez les antagonistes d'endothéline, là, vous avez ce qu'on appelle les inhibiteurs de la P2E5, sildenafil, tadalafil. On utilise beaucoup plus le tadalafil maintenant que le sildenafil parce que c'est plus simple et ça semble être plus efficace. Puis vous avez le réocigoate qui agit de façon un peu, pas tout à fait pareil, mais en tout cas sur la même voie, et qu'on utilise dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, dans une moindre mesure dans l'HTAP. Puis vous avez les prostacyclines là-bas, donc là, il manque de prostacycline dans l'HTAP, donc on va donner de la prostacycline. Alors c'est quoi les innovations dans ces voies-là? Ça fait déjà pas mal de médicaments. Les innovations, elles sont là. C'est pas des progrès considérables, hein, les progrès qu'on a dans ces voies dysfonctionnelles. Donc on a un médicament qui est le macitentan, qu'on n'a pas en France, qui est un antagoniste d'endothéline, qu'on utilise à 10 mg par jour, et là il est testé à 75 mg par jour, donc une dose beaucoup plus importante. Bon, l'étude est en cours, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je ne peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, si ça va faire mieux ou pas. Mais l'étude est en cours, on verra si c'est positif ou pas. Après, ils ont fait un truc un peu marketing, là, qui est de mettre les 2 médicaments, le macitentan et le tadalafil, dans la même. Parce que on a discuté de traitements combinés d'emblée tout à l'heure, hein, parce que la majorité des malades, quand ils ne sont pas très très graves, hein, comme l'a dit Athénaïs, on va leur donner une bithérapie. Et cette bithérapie, c'est souvent un antagoniste de l'endothéline, plus un médicament qui va agir sur cette voie-là. Donc ils ont fait un médicament dans le même comprimé, enfin les 2 médicaments dans le même. Ah oui, ça marche, hein, si ça marche quand on est sont séparés, quand on est dans le même, ça marche aussi. Est-ce que c'est un vrai progrès? Ouais, ça fait un médicament au lieu de 2, quoi, mais
Ça reste 2 médicaments communs. Après, sur la voie du NO, il y a d'autres choses qui sont en cours d'évaluation. Il y a le vardenafil, qui est une autre molécule un peu similaire, qui peut s'utiliser en inhalation, qui est en cours de test actuellement. Il y a le même médicament que le riociguat, mais par voie inhalée, qui pourrait avoir l'avantage d'être associé à d'autres médicaments de cette voie-là, en cours de test également. Puis sur la voie de la prostacycline, vous avez aussi d'autres innovations, mais ça ne sort pas quand même des grandes lignes de ce que l'on fait déjà actuellement. Ça peut être des petits progrès, ce n'est pas des transformations énormes dans la prise en charge. Alors, la suivante aussi, elle est un peu spéciale. Hein? C'est joli, hein? Oui, c'est pour vous montrer la lumière normale d'un vaisseau, là, tout ouvert, avec la paroi très fine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est le vaisseau qui n'est pas normal dans la HTAP. En dehors de la dysfonction endothéliale, il faut bien le voir, il y a d'autres mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a plein d'autres mécanismes qui sont à l'origine. Ce n'est pas que la dysfonction endothéliale, c'est plein d'autres choses. Et en particulier, il y a des mécanismes génétiques, il y a plein d'autres choses, on va y revenir. Alors, il y a plein de médicaments qui ont été testés pour tester ces différentes hypothèses. L'inflammation, ce qu'on appelle le stress oxydatif, et d'autres. Il y a pas mal d'essais négatifs. Quand on regarde la liste, mais non exhaustive, de plein de médicaments qui ont été testés, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas si simple. Il y a énormément d'essais négatifs, énormément. Et ces dernières années, disons dans les années depuis 2010, entre 2010 et 2020, il y a énormément d'essais négatifs. Alors, pourquoi ils sont négatifs? Ça, c'est un autre problème. Probablement, c'est des histoires de population qui n'était pas idéale, c'était probablement... maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui sont plus âgés, avec plus d'autres maladies, qui posent d'autres problèmes qui pourraient impacter en tout cas sur la réponse au traitement. Vous avez maintenant des malades qui sont mis dans ces essais-là, ils sont déjà traités. C'est-à-dire que quand on a testé le Bosantan il y a 25 ans, les malades, ils n'avaient rien. C'était ça ou rien. C'est ça, ou un placebo, et c'est tout. Donc ceux qui avaient ce placebo, ils n'avaient aucun traitement. Là, les malades que l'on teste actuellement, ils ont déjà 2, voire 3 médicaments, et on va en rajouter un 3e ou un 4e. Donc forcément, la marche elle est plus difficile à monter, d'accord, que quand vous partez de 0. Donc il y a plein d'essais négatifs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on va maintenant passer aux choses positives. Mais je voulais vous dire, c'est tout ça pour vous dire que c'est pas si simple. Pas si simple. Alors, la grande nouveauté, c'est que maintenant, on arrive à agir sur une voie qui est très intéressante, qu'on appelle la voie du TGF-bêta. Alors pourquoi cette voie-là, elle est très intéressante? Parce que c'est la voie qui est altérée chez les patients qui ont des mutations VMPR2. D'accord? Donc, on est certain que cette voie, elle est très importante, puisque chez les gens qui ont la mutation, comme certains d'entre vous, une forme familiale, qu'on appelle aussi héritable, eh bien, quand on a une anomalie liée à une anomalie génétique, ça va altérer cette voie-là. Donc là, le mécanisme, il est évident, puisque on sait que quand on a la mutation, le risque de développer de l'HTAP, il est beaucoup plus important que quand on ne l'a pas. Donc, je dis, ça c'est super, parce que là, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur cette voie-là. Donc là, c'est juste pour vous dire, donc c'est encore une histoire de balance. Donc dans cette voie du TGF-bêta, c'est aussi une balance entre des substances, en tout cas, d'un côté, ça fait proliférer les vaisseaux, et de l'autre côté, ça empêche de proliférer les vaisseaux. Quand on a, donc ça, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est un bon équilibre, d'accord, entre les deux. Donc ça, chez quelqu'un qui n'est pas malade, on a cet équilibre naturel qui se fait. Chez des gens qui ont une mutation BMPR2, on parle, c'est une mutation BMPR2, c'est la principale, c'est le premier gène qu'on a trouvé pour les formes génétiques qui seront abordées plus tard. Eh bien, quand on a une anomalie de ça, une mutation, qu'est-ce qui se passe? Ça marche moins bien de ce côté-là. Et donc, les vaisseaux, toute la partie qui empêche les vaisseaux de proliférer, eh ben, ça va entraîner donc ce déséquilibre. Et ce déséquilibre,
va être en faveur donc, de l'autre côté, et de l'autre côté, ça fait proliférer. Donc on a ce déséquilibre de la balance. D'accord? Donc une des façons d'aborder les choses, c'est soit de se dire, on va réparer ici, soit on va au contraire bloquer ce côté-là, qui fait proliférer. On a essayé, hein, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent sur comment réparer cette partie-là et comment faire en sorte que la partie qui empêche de proliférer soit plus active que l'autre côté. Et c'est plus compliqué que ça. Il semblerait que ce soit plus simple d'aller manipuler ce qu'il y a de l'autre côté et donc de manière à rétablir la balance, donc à ce schéma de Marc. Une des façons de faire, c'est d'aller donc bloquer, alors là c'est à l'envers par rapport à l'autre côté, par rapport à la balance, mais c'est la même chose. Donc ce qui va faire proliférer, c'est cette partie-là, ce qu'on appelle, c'est du côté de ce qu'on appelle l'activine, et puis de l'autre côté BMPR2, donc même si c'est altéré de ce côté-là par exemple quand on a une mutation, mais c'est altéré aussi chez les gens qui n'ont pas de mutation, c'est ça qui est intéressant, eh bien on va essayer de bloquer là, de manière à rétablir cette balance, parce que c'est cette balance qui est prédominante. Si on bloque, si on empêche cette partie-là d'être efficace, on peut espérer rétablir cette balance en faveur de ce côté-là, qui est donc l'anti-prolifération. Le maître mot dans l'HTAP, c'est la prolifération. Et donc, le sotatercept, qui est ce médicament nouveau, dont je vais vous montrer les résultats, c'est un médicament qui va piéger les molécules qui, normalement, vont stimuler ce récepteur-là, donc qui vont favoriser la prolifération. Donc si on piège, on va piéger ce qu'on va piéger. On va piéger donc deux types de molécules. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On pourrait faire 2 heures là-dessus. En particulier l'activine et les GDF, qui sont des molécules qui vont favoriser la prolifération. Et bien ces molécules qui vont favoriser, on va les enfermer. Le sotatercept, il va les capter comme ça, et puis ça va les empêcher d'agir. Et donc ce récepteur-là, il va être moins stimulé, et donc la balance, elle va avoir tendance à se rééquilibrer. D'accord? Alors, ça a été testé, maintenant en clinique. Donc, il y a eu un essai, ce qu'on appelle de phase 2, un essai de phase 3. Un essai de phase 2, en gros, c'est une centaine de patients, et le critère principal de jugement, c'est ce qui est recommandé par les agences de santé, américaines et européennes, c'est de regarder qu'est-ce que ça fait sur l'hémodynamique, c'est-à-dire sur le cathétérisme, sur les chiffres du cathétérisme, en particulier sur les résistances vasculaires pulmonaires. Les résistances vasculaires pulmonaires, c'est le rapport de la pression divisé par le débit cardiaque. Soit parce que la pression baisse, soit parce que le débit augmente, ou les deux, ça va baisser les résistances vasculaires pulmonaires. Donc dans cet essai, une centaine de patients, ce qui était intéressant, c'est que c'était des patients qui étaient déjà lourdement traités. Ils sont tous en voire en trithérapie. À la moitié, ils reçoivent déjà une trithérapie. Plus de 35% reçoivent de la prostacycline injectable. Donc les traitements considérés comme les plus efficaces. Aujourd'hui, on se dit, il n'y a rien à faire de plus que c'est ça ou la greffe. Eh bien, vous voyez que quand on rajoute du sotatercept, ça c'est on rajoute du placebo, ça ne fait rien. Ça rajoute une petite dose. Là, ça rajoute une dose plus importante. Et ça représente quand même pas mal. Ça représente une baisse qui est quand même cliniquement très importante, très significative. Donc, pour la première fois, on arrive à montrer que chez des gens qui reçoivent déjà une voire une trithérapie, on rajoute un 3e, voire un 4e médicament, on gagne encore quelque chose. Donc ça, c'est un gros problème. Donc après, il a fallu le prouver que dans une étude de phase 3, c'est-à-dire en prenant plus de malades, 300 quelques malades, 323 malades, eh bien, on améliorait ce que demandent les agences de santé, encore une fois, les capacités d'exercice. Parce que ce que demande l'agence, ça, ils s'en fichent. Je ne dis pas qu'ils s'en fichent, ça, c'est juste pour montrer que ça marche. Mais vous ne pouvez pas obtenir une autorisation de mise sur le marché uniquement avec des données de KT. Il faut montrer que ça améliore les malades. En anglais, c'est Field Function and Survival. Soit ça améliore l'état général, soit ça améliore les capacités d'exercice, soit ça améliore la survie. C'est ça ce que demande l'agence, parce que la FDA, l'agence américaine. Donc là, vous voyez que, là encore, chez des malades à peu près du même type que ceux-là, très lourdement traités, on améliore de 40 mètres le test de marche.
alors qu'ils partent de 400 au départ. Hein. Ils partent déjà d'un test de marque qui n'est pas si mauvais. Hein. Ils partent de 400, les placebos qui ne changent pas, en gros, ils détériorent même un tout petit peu, et les autres, ils augmentent de 40. Donc, un progrès considérable. À côté de ça, il y a beaucoup moins d'événements, il y a beaucoup moins d'hospitalisations, il y a beaucoup plus de malades qui sont à risque faible, ce que vous a montré Athénaïs, beaucoup plus de malades qui ont un risque faible avec le sotatercept par rapport à rien. En termes de tolérance, je vous ai dit, ça s'autorise par voie sous-cutanée, c'est toutes les 3 semaines, donc c'est une injection toutes les 3 semaines. En termes de tolérance, c'est un médicament qui est plutôt pas trop mal toléré, hein, c'est pas un vasodilatateur. Ça ne donne pas de bouffées de chaleur, des maux de tête, de la diarrhée, etc. Ça ne donne pas ça, parce que ce n'est pas un vasodilatateur. Par contre, ça donne 2 types de problèmes. Premièrement, au plan biologique, ça fait augmenter l'hémoglobine. Quand on a trop d'hémoglobine dans le sang, eh ben, il faut faire une pause, en tout cas parfois stopper le médicament. Parfois, ça fait baisser un peu les plaquettes aussi. On n'a pas vu beaucoup, mais ça c'est décrit en tout cas. Et puis l'autre problème, c'est que ça donne parfois des saignements de nez en particulier. Ça peut même donner des saignements digestifs, même si c'est beaucoup plus rare. Et puis ça donne ce qu'on appelle des télangiectasies. Alors c'est quoi la télangiectasie? C'est des petites taches que l'on a sur la peau, des petites taches vasculaires. C'est un peu comme de la coupe rose, hein, dans une petite image. C'est ce qu'on voit dans la sclérodermie en particulier. Les gens qui ont une sclérodermie, ils ont souvent ces petites taches-là sur la peau. Eh bien, il y a à peu près 10-12% des malades, ils vont développer ça. Pas tous, mais certains vont développer ça. Donc, il faut quand même... Maintenant, on a un recul qui est de l'ordre de 3-4 ans par rapport au premier malade. Pour l'instant, l'effet se maintient chez la plupart des patients. On n'a pas de majoration majeure des effets secondaires, mais il faut rester prudent. Parce que c'est un nouveau médicament, il y a quand même peu de malades traités dans le monde, hein, donc il faut rester prudent. Donc là, le médicament, il vient d'avoir l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis la semaine dernière, il y a 2 semaines, enfin il y a très très peu de temps, et donc il va être mis sur le marché aux États-Unis. Donc là, il faut s'attendre aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui soient traités dans les semaines ou mois qui viennent. À un prix, j'ose même pas vous dire combien c'est, si je vais vous le dire, c'est très cher. C'est 250 000 $ par an. Donc c'est très cher. En Europe, on verra. Pour l'instant. Donc là, le dossier, il est soumis, je pense, à l'agence européenne. Il est en cours d'analyse par l'agence européenne. Il y a toujours un petit décalage par rapport à l'agence américaine. Et vous savez que même une fois qu'il sera accepté au niveau européen, après, il y a la renégociation dans chaque pays de l'Union européenne, en tout cas une négociation de prix. Donc ça, on verra. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Maintenant, on va avoir la possibilité, très certainement bientôt, Marc, tu me corriges si je dis une bêtise, mais très prochainement, on devrait avoir une autorisation précoce, une utilisation précoce en France, mais uniquement chez des malades pour lesquels il n'y a pas d'alternative thérapeutique. Ce qui signifie des malades sous trithérapie, incluant une prostacycline injectable. Subcutanée ou IV. C'est quelqu'un qui est en bithérapie orale ou en trithérapie orale et qui n'a pas atteint les objectifs thérapeutiques, cela, on ne pourra pas faire. Il faudra dire qu'il faut d'abord faire le traitement maximal disponible. Mais c'est déjà un premier progrès et je pense que on devrait l'avoir assez rapidement, je crois, hein. En tout cas avant l'été. Voilà pour ce qui est du sotatercept. Alors sotatercept, c'est vraiment un espoir important. Après, c'est pas fini, ça c'est ma dernière diapo. Il y a d'autres études en cours. Donc le sotatercept, non seulement, même s'il est maintenant, les 2 principales études qui ont été publiées, donc maintenant on a des choses suffisamment robustes pour que l'autorisation de mise sur le marché soit demandée. Il y a 2 études qui sont en cours. Enfin, Zénith, c'est terminé, qui sont des études sur des populations très particulières. Zénith, c'est sur une population de malades très graves. Très graves. Donc des malades qui sont au traitement maximum, voire qui sont en attente de transplantation, et on regarde ce que ça fait le sotatercept, parce que ça permet de les retirer de la liste, ça permet d'améliorer les... Donc ça, l'étude elle est finie, on attend le résultat. Et Hyperion, c'est des malades diagnostiqués depuis moins d'1 an. Donc c'est pas un traitement d'emblée, mais c'est presque un traitement d'emblée. C'est des malades qui sont déjà traités, mais diagnostiqués depuis moins d'1 an,
il y en a qui en rajoutent du sulfatercène assez précocement dans l'évolution de l'organisme. Là, vous avez un autre médicament qui n'a pas de nom encore, qui va être testé incessamment sous peu, qui est un autre médicament très similaire au sulfatercène. Celui-là, il va se donner une fois toutes les 4 semaines, pas toutes les 3 semaines. Et puis, il a des petites caractéristiques qui font que ce médicament-là, il donnerait moins d'augmentation de l'hémoglobine, peut-être moins de télangiectasie. À voir, on n'en sait rien, parce que pour l'instant, il n'a pas encore été testé. Donc, l'étude de phase 2, la première étude, va démarrer incessamment sous peu. Étude trop grosse. Puis, vous avez une autre voie qui est intéressante, dans les voies dysfonctionnelles, c'est la voie du PDGF. Le PDGF, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un facteur de croissance. Les facteurs de croissance, c'est nécessaire pour faire croître les cellules, et parfois ça s'emballe et ça fait trop croître les cellules. Pour faire simple, dans l'HTAP, eh bien, il y a le PDGF, il agit un peu trop, si on peut dire ça comme ça. Eh bien, là, pareil, on peut essayer de le bloquer, le PDGF. Alors, il y a très longtemps, il y a quoi, 10-15 ans, on avait essayé ces médicaments. Pourquoi? On avait essayé parce que les médicaments, ils étaient disponibles. L'imatinib, celui-là, c'est un médicament qui sert à traiter certaines, en hématologie, ce qu'on appelle les leucémies myéloïdes chroniques. C'est un médicament qui a transformé le pronostic de la leucémie myéloïde chronique. Les gens mouraient, ils ne mouraient plus, et ils vivaient normalement. Transformé. Pour une raison très particulière, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il a été testé par voie orale à des doses qui sont relativement importantes. Ça marchait pas mal chez certains patients, mais il y avait trop d'effets secondaires. Beaucoup trop d'effets secondaires. Et donc, le développement de ce médicament par voie générale à très forte dose, ça a été abandonné. Donc, il y a des gens qui ont réfléchi, parce que c'est une voie qui est intéressante comme cible de potentiel de traitement. Donc, il y a des gens qui se disent, tiens, on va peut-être essayer de le faire différemment. On va essayer de le faire à des plus petites doses et par voie inhalée, de manière à ce qu'il y ait moins de médicaments dans le sang et donc qu'il y ait moins d'effets secondaires. C'est un peu comme si on prend l'exemple, des corticoïdes inhalés dans l'asthme, par exemple, par rapport aux corticoïdes par voie générale. Moi, j'ai connu les corticoïdes inhalés il y a longtemps, j'étais interne, je pense que c'est sorti à peu près à ce moment-là. À l'époque, dans l'asthme, les gens prenaient des corticoïdes, la cortisone. 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours, 2 mois, voilà, ils prenaient du poids, etc. Les corticoïdes, c'est pas toujours très bon. Donc, dans l'asthme, ce qui a été développé, c'est des corticoïdes à dose beaucoup plus faible, donnés par voie inhalée, directement dans les bronches, et ça a complètement transformé la prise en charge de l'asthme. Bon, c'est pas le sujet. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, médicaments par voie générale, c'est assez toxique, donc on va utiliser beaucoup plus petites doses par voie inhalée. Directement là où il y a le problème, c'est-à-dire dans le poumon. Et donc, il y a 2 médicaments. Donc, il y a l'imatinib qui est testé à beaucoup plus petites doses par voie inhalée. Donc, l'étude elle est en cours, l'impact. Puis, vous avez une autre molécule qui est assez proche, qui s'appelle le seralutinib, qui a été testée pareil. C'est 2 inhalations par jour. C'est un peu comme le traitement de l'asthme. Et puis, il y a une étude de phase 2 qui a été positive. Alors, c'est moins spectaculaire que le sulfatercène. Je ne sais pas vous dire le contraire. Ça baisse moins les résistances que le sulfatercène, mais ça marche quand même. Et donc là, l'étude de phase 3, elle est en cours, et on verra ce que ça donne. Donc, elle vient de démarrer, celle-là, et puis celle-là, elle est toujours en cours. Donc ça, c'est voilà, les 2 gros progrès qu'on a à l'heure actuelle, en plus de ce que l'on a déjà, ça et ça. Et puis le reste, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres mécanismes qui sont impliqués. Pour l'instant, il y a beaucoup d'études qui sont négatives. Et ça, c'est vraiment des progrès, surtout la voie du TGF-bêta et la voie du PDGF. En tout cas, pourquoi pas, ça demande à être confirmé dans les études, ce qu'on appelle de phase 3. C'est-à-dire des études qui montrent que ça améliore les patients. Ça ne fait pas que améliorer les chiffres de cathétérisme. D'accord? Donc, je crois que la journée est finie. Donc, on peut discuter de tout ça si vous avez non. Je vous entends.
Je voulais poser une question. Une question avec le micro, sinon pour l'enregistrement, on ne l'a pas. Beaucoup mieux. Dans votre étude de phase 2, vous avez dit une cohorte d'une centaine de personnes et vous les avez référencées sous le gène BPMR2. Est-ce que dans la troisième cohorte, vous évoquez environ 300 ou 350 personnes, il y aura aussi des malades atteints par le BTX4? Attendez, alors ils ne sont pas tous BMPR2, c'est pas tous des gens avec des mutations. Hein. Attention, hein. Je vais reprendre, parce que je suis allé un peu vite, parce que sinon je vais monopoliser tout le temps, je me dis que je parle trop. Donc, dans l'étude Pulsar, l'étude où il y a une centaine de malades, ils ne sont pas tous avec une mutation BMPR2. Il y en a 30%. Ils ont tous un test génétique. Ouais, mais ils ont. Il y en a un gros tiers. Un gros tiers, hein, c'est ça. Un gros tiers qui sont BMPR2, une mutation BMPR2, les autres, ils n'ont pas de mutation du tout. Les TBX4, il y en a Nous, on sait qu'il y en a un. Voilà. Mais c'était pas dans le panel. Ça veut dire qu'ils sont idiopathiques, c'est ça? Ah oui, ils sont idiopathiques sans mutation. La majorité, ils sont idiopathiques sans mutation. Mais même chez les gens qui n'ont pas de mutation, ils ont l'anomalie de déséquilibre de la balance là, que je vous ai montré. Le déséquilibre de la balance, il est pour tous les malades. Il est facilement explicable chez les BMPR2. Tu voulais dire un truc, Marc? Ouais, parce que la question était pointue. Ouais, t'as un micro. Merci. Merci pour la question. Donc, Olivier a très très bien répondu, mais c'est vrai que là, vous savez, on a tout le temps des congrès, là, on va aller à San Diego, c'est très très loin, et on va présenter les résultats génétiques de l'étude qu'a présenté Olivier. L'étude qu'a présenté Olivier, personne, à part vous maintenant, ne connaît les résultats génétiques. Et on peut vous dire, et Olivier l'a très bien dit, c'est que les gens qui ont des mutations ou pas de mutations répondent de la même façon au traitement. Par contre, la mutation TBX4, elle est beaucoup plus rare. Je crois que le docteur Greenblatt va en parler tout à l'heure un petit peu. Et en plus, c'est un gène du développement. Donc, des fois, il n'y a pas que l'HTAP. Il y a parfois des problèmes osseux, des problèmes bronchiques. Et il n'y aurait, à ma connaissance, qu'un seul patient dans l'étude Pulsar, donc on ne peut pas conclure. Avec plaisir. Bonjour, j'aimerais savoir quelles sont les sources d'espérance que l'intelligence artificielle peut nous apporter dans le développement des médicaments. Oula. Alors là, Florence. Merci pour la question. Merci pour la question. Tu vas répondre sur l'intelligence artificielle. Un tout petit mot, plus haut le micro. Voilà, il est là-bas. Non, c'est une super question. Déjà, l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil et on l'utilise déjà des fois sans le savoir. On a pas mal d'instruments qui automatiquement nous orientent vers, par exemple, dans l'hypertension pulmonaire thrombolique chronique, en ce moment, on a un gros projet qui est soutenu par l'État avec plusieurs millions d'euros qui permettrait, à partir du scanner thoracique, de dire automatiquement si on peut faire une angioplastie pulmonaire ou pas et quel serait le meilleur traitement possible. Ça, c'est pas dans l'HTAP, on va se recentrer sur l'HTAP. Alors, j'étais à Londres avec Athénaïs et Olivier il y a 3 mois, et il y avait un jeune américain qui est un start-upper. Donc, il a une start-up, une compagnie nouvelle, et lui, il prend tous les médicaments qui existent et qui sont référencés dans le monde, il regarde tous les mécanismes de l'hypertension pulmonaire, il met ça dans un ordinateur qui mélange, et ensuite, on lui dit tel et tel et tel traitement pourrait être hypothétiquement intéressant dans l'hypertension pulmonaire. Donc ça existe. Il y a un industriel qui est très puissant là-dessus. C'est un peu du Google Doctor. Et je pense, comme le sildenafil, qui n'est pas du tout développé pour l'hypertension pulmonaire, on le sait tous, maintenant il y aura peut-être d'autres médicaments qui vont être développés à partir de ça. Donc vraiment l'intelligence artificielle, c'est la nouveauté du moment. Et on utilise ces outils pour développer des stratégies nouvelles. On a un ami assez proche qui s'appelle Thomas Poisel, qui est à la tête d'une compagnie qui s'appelle Owkin, O-W-K-I-N, qui utilise l'intelligence artificielle en santé. Et on parle beaucoup avec lui en ce moment et je pense que d'ici 5 à 10 ans, il y aura des nouveautés grâce à ce type d'approche.
Merci. Vous avez des questions sur le net que vous voulez poser? On les a reçues. Il y avait en effet plusieurs questions. Alors, je ne sais plus exactement en tête. Une question, je sais que vous n'aimez pas y répondre habituellement. Parce que c'est une décision, c'est une question qui est délicate et qui est vraiment. Dans quel cas peut-on envisager le retrait de la pompe chez un malade? Non, mais c'est une question. Non, mais c'est une très bonne question. Ça dépend. Oh, c'est une question qu'on a régulièrement et c'est normal qu'on ait cette question. Alors, on l'a déjà fait. C'est pas. On l'a déjà fait chez des patients qui étaient très améliorés et à qui on a pu retirer la pompe pour mettre généralement, ça a été un médicament de la même famille, moins efficace, c'est le Sélexipac. Donc on l'a fait chez quelques malades, mais ultra sélectionnés, des malades qui s'étaient considérablement améliorés, et avec en particulier qui avaient amélioré leur hémodynamique, c'est-à-dire le cathétérisme, qui s'était quasi normalisé. Ça, c'est faisable. Au cas par cas, il faut vraiment discuter au cas par cas. Pas de faire des généralités. Avec le sotatercept, on l'a fait aussi chez quelques malades. Donc des malades qui étaient en trithérapie, on a rajouté le sotatercept, ils sont tellement améliorés qu'on a arrêté la pompe. Donc il y a des espoirs, mais on ne peut pas dire à quelqu'un à qui on met la pompe le premier jour, lui dire un jour on va vous l'arrêter. Parce que là sinon, on ne peut pas donner ce genre de faux espoirs, parce que si jamais c'est pas possible, ça serait quand même pas raisonnable. Donc il vaut mieux être optimiste au moment où on commence à le faire, où on l'envisage, et pas être totalement théorique dès le début. Mais ça ne peut s'envisager que chez des malades très améliorés. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que tant que les gens gardent des niveaux de pression en particulier élevés, ou relativement élevés, c'est complètement illusoire d'envisager d'arrêter l'époprosténol ou le tréprostinil par cutané. Maintenant, ce qu'on observe avec le sotatercept, c'est des baisses de pression en particulier. L'effet, il est essentiellement sur la baisse de la pression artérielle pulmonaire, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir. Super. Donc on partage la même ambition, c'est que développer des médicaments qui vous permettent de ne pas avoir de traitement trop invasif compliqué. On fait tout pour le faire. Les patientes dans la salle, elles sont nombreuses qui ont été transplantées, elles ont connu l'avant et l'après. C'est vrai que la transplantation, c'est un autre enjeu, un autre challenge, mais quand même, vous vivez sans pompe. Et c'est notre ambition partagée que tout le monde puisse vivre sans pompe. Alors les questions, il y en a que 3. Quelle espérance de vie chez un malade de 50 ans? Elle est difficile, celle-là. Mais je les pose, elles sont posées par les patients. Non, mais ça, c'est impossible de répondre précisément, parce que ça va dépendre. Ça va dépendre de l'agressivité de la maladie, ça va dépendre de la réponse au traitement en particulier. Pour faire simple, mieux les gens répondent au traitement correctement, plus ils atteignent le risque faible que vous a présenté Athénaïs tout à l'heure, meilleur est le pronostic. C'est ça qu'on peut dire. Mais on ne peut pas dire beaucoup plus que ça. Si vous voulez parler en termes de survie, une HTAP idiopathique ou héritable, c'est-à-dire avec une mutation qu'on a traitée correctement, qui au bout de la première année, on va dire, au bout de 6 mois à 1 an, est à risque faible, mais vraiment à risque faible, c'est-à-dire vit normalement, un test de marche à plus de 500 mètres, un T-pro-BNP strictement normal, le KT qui s'est amélioré, tout ça, la survie à 5, l'espérance de vie à 5 ans, c'est 97%. Ça, c'est un papier qu'on a publié il y a maintenant quelques années avec Athénaïs, Marc et l'équipe. Donc ça, c'est voilà ce qu'on peut dire. C'est sûr que moins on répond, oui, plus l'espérance de vie est réduite. Et c'est pour ça que la transplantation, on doit commencer à l'envisager quand on considère que le risque de la transplantation est beaucoup plus faible que le risque de rester avec sa propre maladie et son traitement. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais je ne peux pas vous dire, vous avez tel âge, tel truc, machin. Ça, c'est le rêve en particulier de nos collègues américains, c'est de rentrer sur une petite tablette. Alors, vous avez tel âge, vous avez tel truc, vous avez tel traitement, vous avez tel risque, machin. Bing,
votre survie c'est tant. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie c'est pas comme ça. Donc, nous on considère que c'est pas comme ça. D'énormes progrès, et c'est vrai que, par exemple, dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, ce que l'on dit, c'est que quand le traitement a été complet, les gens meurent d'autre chose. Hein, c'est un peu notre ambition à tous, hein, que votre maladie ne soit pas la cause d'un décès, mais au contraire, autre chose. Et voilà. On va poser la troisième question, il y en a 4 en fait, mais on va aller vite. Celle-là, elle est rapide, hein, parce qu'elle est très spécifique. Quelles avancées sur la greffe du foie pour les gens qui ont une hypertension pulmonaire causée par le foie? Je connais un peu. Voilà, pas trop long. Pas trop long. Non, alors ça c'est intéressant. Les hypertensions pulmonaires causées par la maladie du foie, ce qu'on appelle les hypertensions portopulmonaires, on s'est aperçu que quand on a une... Alors, vous savez, vous savez forcément peut-être pas, mais quand on a une HTAP sévère, on ne peut pas greffer le foie, parce que là on prend le risque opératoire est considérable, et donc on ne peut pas greffer le foie. Donc ce qu'on a mis au point, en place, c'est de traiter les malades avec des traitements de l'HTAP, d'améliorer l'hémodynamique, et après de greffer le foie. Et quand on fait ça, ce qui est formidable, c'est qu'on s'aperçoit que l'HTAP elle ne progresse plus, après la greffe hépatique. Donc chez les malades qui ont une hypertension portopulmonaire, on les traite, on les greffe du foie, et après ça ne progresse plus. Donc ça, c'est vraiment pour nous une grande avancée. C'est rare. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Voilà, et la dernière question qui m'a été posée par quelqu'un dans la salle, c'est vrai que le Sotatercept, ça donne beaucoup d'espoir, et certains sont très déçus de voir qu'en France, au début, ce sera que pour certains patients qui ont actuellement une pompe. Je pense qu'on n'est pas du tout à l'origine de cette décision. Hein. On est comme vous, hein. On apprend la décision des autorités et du laboratoire pharmaceutique, et on remercie tout le monde d'avoir fait tous ces efforts. Mais ce n'est qu'une étape. Hein. On va essayer de faire en sorte, comme l'a dit Olivier, que cette partie qu'on appelle accès précoce soit le plus court possible. On va essayer de faire en sorte que ce soit le plus court possible. Le gros enjeu, ça va être quel remboursement en France pour ce médicament. Vous avez entendu que l'ambition est toujours très élevée en termes de remboursement. La France n'est pas un pays aussi riche que les États-Unis, hein, c'est comme ça. Mais on a une forte population, on a aussi un système de santé très bienveillant. Donc moi, je ne désespère pas effectivement qu'il y ait une... Et un réseau qui est très bien structuré de spécialistes, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc il n'y aura pas de déviance par rapport à l'indication. C'est-à-dire que normalement, ce produit il sera prescrit aux bons patients. Et je pense que si tout se passe bien, je pense que c'était un peu ambitieux en disant l'été, si tout se passe bien, fin d'année, on devrait avoir le produit avec une AMM européenne, donc une autorisation européenne, et avec un peu de chance, autour de l'été, effectivement, pour ceux qui ont actuellement une pompe. Mais tout est en cours de discussion. L'AMM européenne, on n'a pas encore le médicament en France. Non, c'est exactement ça. Une autorisation de mise sur le marché, c'est une autorisation. Et ensuite, il y a la discussion du remboursement. Vous êtes un moyen de pression très important, hein, plus que nous. Nous, on compte à peine là-dedans, et c'est les patients qui sont le moyen de pression, donc essayez d'être vocaux et sympathiques aussi pour passer un peu devant les autres. C'est très important, il y a une chose qui est très importante, c'est pour qu'on puisse peser, il faut avoir des retours de malades. Vous avez dû lire sur les réseaux et dans les newsletters qu'on vous envoyait qu'on avait besoin des retours des malades qui ont pu bénéficier de ce traitement dans le cadre des essais. Si on n'a pas les retours de ces malades-là, nous, on ne pourra pas peser dans la décision, on ne peut pas construire notre argumentaire au moment où on va nous demander notre avis. Donc, à vous de nous envoyer vos attentes, parce que aussi pourquoi vous voulez ce médicament-là, qu'est-ce que vous voulez améliorer, ça c'est une chose, et aussi pour les personnes qui ont le médicament, avoir la gentillesse de nous faire part de ce qui a été bien, très bien, surprenant pour eux. Nous, si on n'a pas tout ça, on ne peut pas faire. Donc, je remercie les personnes qui ont répondu quand on a dû faire un premier dossier au mois de janvier, et il y en aura d'autres à faire derrière, normalement, si tout va bien.